Si ces habitudes s'accumulent et se répètent dans le temps, ça va amener alors un attachement à ces différentes valeurs ou différents vices. Donc le désir naît des habitudes. Ces habitudes répétées dans le temps, si elles sont bonnes, alors le sol est très fertile. Si ces habitudes sont regroupées dans les vices karmiques, il est très peu fertile. Ces habitudes vont faire naître l'attachement à toujours vouloir aller là ou là-bas. Et c'est pour ça que chaque pensée que vous produisez va vous amener à récolter une action. Si l'action est répétée dans le temps, elle devient une habitude. Et si l'habitude est encore répétée dans le temps, ça devient votre tempérament. Et si ce tempérament s'accentue encore dans le temps, ça devient votre caractère. Et si ce caractère se répète encore, ça y est, ça devient le karma. Avez-vous compris? Oui. J'ai une question. Par rapport aux habitudes, est-ce que ces habitudes, on les a dans l'enfance ou on peut créer des habitudes à l'âge adulte? Est-ce qu'on peut se dire... Alors, les habitudes se répètent depuis que vous êtes là, si vous voulez. D'accord? Tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, sous l'influence des parents, de l'instinct, des copains, des copines, des activités extérieures, voilà, toutes ces habitudes sont prises dans la vie quotidienne. Alors, micro. Bonjour. Je ne connais pas du tout le bouddhisme. Ce qui m'interpelle, c'est pas dans les 10 vertus karmiques, pas de. Et dans cette formulation, est-ce que le mensonge, dans certains moments de vie, n'est pas nécessaire et utile? Et est-ce que vous différenciez les situations de vie? Oui. D'accord. On différencie, monsieur. D'accord. Pouvez vous m'en dire plus par rapport à ça? C'est-à-dire comment vous différenciez par rapport à votre formulation pas de, qui est une négation, hein, comment vous différenciez le fait que le mensonge peut être une attitude salvatrice ou peu importe, je veux dire quelque chose qui n'est pas jugé comme une chose de négative, mais une vertu. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans une situation où vous cherchez à vous sauver, à la vie, c'est ça? Je pense que pour moi, il y a des situations où le mensonge peut être nécessaire, utile, il peut sauver des vies. Voilà, moi c'est ce que je... Donnez-moi un exemple, monsieur. Par exemple, je sais pas, moi, il y a des personnes qui ont peut-être menti dans une certaine situation. Moi, par exemple, je ne vais pas parler de moi forcément, mais même mes parents ont connu la guerre. Ils ont été obligés dans certaines situations peut-être de mentir pour sauver des vies. C'est-à-dire que, je pense, c'est un exemple, hein, il y en a certainement plein d'autres. Moi j'ai été infirmier pendant 30 ans, il y avait des situations où la vérité, ça pose le problème de la vérité. Est-ce que c'est toujours bon de dire la vérité ou pas? À quel moment on est dans le mensonge ou pas? C'est ça qui m'interroge. Simplement... Alors, le mensonge, c'est déclarer, par exemple, des choses qu'on n'a pas vues comme étant vues. Déclarer d'avoir entendu des choses qui n'ont pas été entendues. Alors si, par exemple, vous mentez une seule fois pour sauver quelqu'un, mais vous êtes conscient, d'accord, que vous êtes en train de le faire,
ça ne devient pas une habitude de tous les jours. Mais si vous déclarez ou vous prétendez « Ah, j'ai vu ça » alors que ce n'est pas vrai, vous allez rapporter à quelqu'un d'autre, pour finalement créer des discordes entre les gens. Là, ce sont des vices, voilà, ce sont des vices karmiques. Avez-vous d'autres questions? J'ai une petite question, c'est pas par rapport au karma, c'est juste par rapport au schéma qui est juste au-dessus. Oui. Où vous disiez qu'en fait, donc à chaque fois, il y a un esprit qui va aller chercher soit l'émotion, le passé, le futur. Et vous dites en fait, à chaque fois, donc, cette relation, elle meurt. Et c'est là où en fait, je voudrais comprendre. C'est un nouvel esprit, par exemple, qui va dans le passé. Je pense à quelque chose dans le passé, et donc cet esprit-là disparaît, c'est ça? Lorsque la pensée du passé meurt, voilà, donc... cet esprit meurt en même temps que la pensée du passé. D'accord. Puis, un esprit est saisi par cette nature pour aller dans un autre carré. D'accord? Ça peut être une émotion. Vous voulez penser au passé, vous avez des regrets de ne pas avoir fait ça, ou ça, j'aurais pu. Alors ça met des regrets, des remords. Et là, l'esprit qui était agrippé à la pensée du passé finit par mourir pour laisser naître un nouvel esprit que cette nature agrippe et qui va aller dans les regrets, dans les émotions d'insatisfaction. D'accord. Et est-ce qu'il reste une trace de ça? Parce que pour moi, en fait, si vous voulez, je me dis, il reste une trace forcément de chaque relation. À chaque fois qu'il y a cet esprit, il va rester une trace quelque part. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le passé le processus de mémorisation ou de connaissance. D'accord? Des connaissances font partie du passé. C'est parce que tout ce qu'on a appris dans le passé. Donc ces connaissances font partie du passé. Merci. D'accord? Alors, oui. Je voulais savoir si on pouvait changer son karma, ou si c'est quelque chose qui était définitif, et à quel moment on pouvait... Alors, on va expliquer voilà. après. Et juste une autre petite constatation, à aucun moment depuis le début de la conférence, on a parlé du mot présent. Du mot présent? Oui, du présent. Voilà, on parle du passé, du futur, et on ne parle pas du présent. C'est le corps, dont on avait parlé du corps. D'accord, mais... Oui. Mais après, on va y venir, hein, parce qu'on va enchaîner. Il faut que ce soit logique. En fait, je suis une logique dans la pensée, d'accord? D'accord. Puisque l'esprit, donc il y a plusieurs esprits, une multitude d'esprits qui meurent à chaque fois et se renouvellent, est-ce qu'on peut associer le mot nature à l'âme qui, elle, en Alors, l'esprit soi est l'âme. L'esprit est l'âme. D'accord. L'esprit est l'âme, l'esprit est la conscience. Alors, la différence entre conscience et l'esprit, c'est que l'esprit, lui, il est brut. Il ne sait rien, lui. C'est lorsqu'il vient contacter un agrégat qu'il prend conscience. Le contact crée la conscience. D'accord? Le contact crée la conscience. Et lorsqu'il contacte un agrégat, il devient conscient. Il devient en fait celui qui sait. Voilà la différence. Et pour moi, l'âme ou l'esprit, c'est la même chose. On parle sous de noms différents. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, juste une petite chose. Tout à l'heure, parce que je pense que je comprends pas très bien tout ça, mais je voulais savoir la place du rêve dans votre approche, parce que
Tout à La l'heure, place du du papa. rêve. C'est-à-dire que quand on rêve, on n'est pas dans un état de conscience ordinaire, on est d'accord? Mais on peut être pris dans des émotions, des sensations. Tout à fait. Voilà, moi j'aimerais comprendre comment vous voyez les choses par rapport à ça, par rapport à cette dimension du rêve et un autre état de conscience. Alors, dans le rêve, vous avez toujours cette nature qui travaille avec l'esprit. D'accord? Alors, l'esprit peut être pendant tout le rêve, il peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme vous voulez. D'accord? Voilà, c'est une succession d'instants. En fait, un esprit, c'est seulement un instant. Il dure un instant, puis il meurt. Donc, pendant le rêve, alors ce couple, ce duo, va aller travailler dans les émotions, dans le passé, dans les pensées du futur. Le corps est quelque part délaissé. Et ce processus, en fait, continue. Est-ce que vous saisissez? Sauf que quand on est réveillé le matin, on va ajouter conscience du corps. Mais dans le rêve, là, l'esprit va avoir des pensées avant d'avoir des émotions. Vous ne pouvez pas avoir une émotion sans avoir de pensée. C'est la pensée qui va induire une émotion. Donc vous avez là, et ça va amener là. Mauvais rêve, un bon rêve, vous êtes joyeux dans le rêve. Tout vient de ce processus. Sauf on va enlever le corps dans le rêve. Le corps est reposé, on n'en a pas conscience. Le réveil le matin, hop, on ajoute un agrégat en plus. Donc le corps est délaissé mais réactif. Il est réactif peut-être par réflexe, mais il n'est pas réactif par la conscience, dans la nuit. Voilà, c'est pour ça que il ne rentre pas dans le couple pendant ce temps-là. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous appelez la nature? La nature, alors ça va être long à expliquer, parce que j'avais expliqué ça dans la première conférence. Alors je vais essayer de résumer. L'esprit voyage très vite entre les agrégats. Lorsque nous n'avons pas conscience de ça, nous avons l'impression que c'est l'esprit qui voyage sans cesse dans un agrégat à un autre. Mais si vous avancez dans la méditation, on va en parler après, vous verrez que l'esprit ne fait que de naître et mourir. Non, la nature, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, la nature. Elle va se cramponner à un esprit qui n'est pas mort. À ce moment-là, lorsque c'est agrippé, on part dans un des agrégats. Donc, dans la méditation, je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Si on voit dans cette méditation que un esprit naît et puis meurt, un autre naît, un autre meurt, ça veut dire que le mouvement, il n'est pas dû à l'esprit. Je vais donner comme exemple, dans la première partie de la réunion, que l'esprit pouvait être comparé aux ampoules qui sont placées dans les panneaux publicitaires. On cache les ampoules et on allume le panneau. Vous avez l'impression qu'il y a une lumière qui court. Mais en fait, la lumière ne court pas. C'est juste une ampoule qui s'allume et qui s'éteint. Celle qui précède s'éteint, la suivante s'allume. Et ça se fait à une vitesse assez importante pour que vous ne puissiez pas voir qu'une ampoule s'allume et s'éteint. Mais vous voyez que la lumière, elle parcourt le rectangle. D'accord?
Et c'est parce que cet esprit va trop vite que vous ne pouvez pas identifier et distinguer, et vous pensez que c'est cet esprit qui voyage tout le temps et qui ne meurt pas. En fait, un esprit, c'est juste un agrégat naturel. Et comme tout agrégat naturel, il finit par mourir à un moment ou à un autre. Donc, je continue. Dans ces deux exemples, où on va comparer alors le chant, d'accord? On va comparer le chant au karma et à l'incarnation. Et l'esprit a une graine. On peut dire alors que, en fait, l'incarnation est égale au karma. Mais seulement, ce qui fait naître des vies se différencie. Ici, c'est l'eau. Là, c'est la fertilité du sol. La fertilité, ce sont des vertus ou des vices. Là-bas, c'est la distraction. On peut ajouter, si vous voulez, tous les copains de la distraction, ou les copines, mais vous avez la satisfaction, la pulsion, le plaisir, le désir. Et c'est pour ça que ce désir, c'est toujours lui qui va aspirer la graine